En France, on a encore une vision de l'éducation qui est très liée aux notions d'obéissance et de pouvoir. Je suis en sécurité parce que j'entends les bruits, j'ai des odeurs qui me sécurisent, le contact me sécurise. Tu viens jouer avec moi ? Ça remet en cause évidemment l'éducation qu'on a reçue. Voilà, alors on fait pas ces sacrifices pour toi. Donc en fait, il faut poser un autre regard sur l'enfant, si je comprends bien. Ouais, d'accord. Mais dans la pratique, moi, je suis complètement perdue. Quelles sont les préoccupations d'un enfant ? Pikachu reste à la maison avec Doudou. Mais t'as jamais le temps. Eh oh, je suis là, j'existe. La culture de la punition, c'est le terreau de la maltraitance. Nous aussi, on a des droits. Ici, sur Horizontal, nous sommes persuadés que nous devons changer notre regard sur les enfants et leur redonner la place qu'ils méritent dans la société. Oui, mais comment faire quand on a si peu de modèles de posture à hauteur d'enfants autour de nous et que nos réflexes et nos référentiels ne sont pas toujours alignés avec nos intentions de parents ou de professionnels au contact d'enfants ? La théorie, nous l'avons, ce sont des outils pratiques, concrets que nous venons chercher ici. Bienvenue à bord du podcast Horizontal. Bonjour Cédric. Bonjour Charlène. Merci, je suis très honorée de te recevoir au micro d'Horizontal, qui est un tout petit podcast. Et du coup, je te remercie de prendre du temps pour venir donner un peu de visibilité sur tes super travaux et puis ton opinion sur la parentalité. C'est chouette. Mais avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Je vais te laisser te présenter, Cédric, de la façon dont tu le souhaites. Moi, je m'appelle Cédric Rostin, j'ai 41 ans. Je suis maintenant papa de 2 enfants. Sarah et Lucas. Lucas qui est né là en début d'année 2024. Je suis podcasteur, auteur, conférencier et coach. C'est pas mal. Ça fait un peu de taf, ouais. Super, félicitations pour l'arrivée de Lucas, récente. Merci. J'espère que ça se passe bien. Ça se passe. Ouais. C'est une nouvelle aventure. Cédric, est-ce que tu pourrais nous décrire l'environnement dans lequel toi tu as grandi quand tu étais enfant? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis né en 1983. J'ai grandi à la campagne, dans une famille modeste, populaire. Voilà, donc à Sallebeuf, je peux le dire. Et dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, donc moi je suis né de parents qui sont pas séparés. J'ai une grande sœur de 3 ans, mon aîné. Mes parents habitent à côté de là où habitaient mes grands-parents, enfin, plutôt ma grand-mère parce que mon grand-père paternel est mort assez tôt, et de mon oncle et ma tante avec donc mes cousins cousines. Voilà, ça c'est pour planter le décor, donc tout ce petit monde des voisins. Et donc moi j'ai grandi avec un schéma voilà éducatif de l'époque, donc avec de la violence qu'on a pu connaître au travers du martinet, de la gifle, de la fessée, des insultes, de l'humiliation, des punitions. Voilà, ça c'était un petit peu le truc qui était plutôt pourvu par mon père dans la répartition parentale. Mais je trouve que c'est important de signaler que la violence n'était pas pourvue que par mes parents, mais par un petit peu tous les adultes qui gravitaient autour de nous, à commencer par ma grand-mère paternelle, par exemple, qui m'a mis je ne sais combien de claques, qui nous mettait des petits coups de branche sur les mollets des fois quand on était dehors. Oui, mais à l'école aussi. À l'école aussi, on nous tapait les doigts avec une règle, on nous tirait les oreilles, on nous tirait les petits cheveux, là, les petites pattes. Les gifles, bien sûr, aussi. Donc voilà. Alors, c'est pas que ma fille rigole de ce que je dis, c'est juste qu'elle regarde un dessin animé à côté. Je précise pour l'auditoire. Parce que c'est... voilà. Mais je tiens aussi à préciser que pour revenir à l'éducation au niveau parental, ça, on parle souvent de violence parce que c'est vrai que c'est le gros sujet, mais il y a plein de choses qui se passaient bien aussi. Il y a des compétences et des choses que je vais reproduire et que je reproduis dans l'éducation de mes parents, notamment beaucoup l'autonomie, le fait de faire confiance à l'enfant. Tu vois, par exemple, moi, ma fille, voilà, elle peut aller jouer seule. Avec nos voisins, on est en train d'essayer de créer ce que moi j'ai connu, c'est-à-dire le fait de pouvoir aller chez le voisin, un peu comme on veut, comme on peut, voilà, sans s'inquiéter, manger des gens chez les autres. Tu vois que les enfants mangent à droite à gauche et que c'est
ça soit assez fluide, qu'il n'y ait pas cette peur de l'autre qui habite juste à côté de chez nous. Même si on a mis quelques garde-fous sur d'autres parties des voisins, mais on a la chance d'avoir des voisins qui ont des jeunes enfants comme nous, avec les mêmes valeurs éducatives, etc. Donc voilà, et aussi le fait, voilà, de faire confiance à ma fille, parce que je parle surtout de ma fille parce que c'est la plus grande, mais faire confiance à ma fille dans le sens où je l'encourage à se déplacer seule, par exemple. Je l'encourage alors là, elle n'a pas le souhait, mais voilà, elle sait que si elle veut se déplacer seule, par exemple à la boulangerie ou quoi, voilà, c'est une compétence qu'elle va pouvoir développer, que la confiance sera là et que ça va bien se passer, quoi. Yes. Est-ce que tu sais dire l'impact que cette éducation a eu sur l'adulte que tu es devenu? Moi, j'ai grandi avec cette grande dichotomie, si tu veux, de cette éducation où, par exemple, mon père, tu vois, voulait que je sois une personne qui a un esprit critique, qui soit capable de remettre en question des choses, et en même temps, il voulait que j'obéisse aveuglément à ce qu'il me disait, tu vois. Ça marche pas très bien, hein. Voilà. Et quand j'obéissais pas aveuglément, généralement, ça se terminait avec des coups dans la tronche. Donc voilà, on est dans cette dissonance-là, tu vois. Donc j'ai aussi grandi comme ça, si tu veux, avec une grande soif de remettre en question ce qu'on me disait, une grande curiosité, mais ça que j'avais vraiment depuis tout petit, mais comme beaucoup d'enfants. Mais aussi la peur de l'autorité, la peur de l'instruction. Donc voilà, avec ce côté un peu bravache, tu vois, d'aller enfreindre les interdits parce qu'en fait c'était là que je trouvais des émotions que je trouvais pas ailleurs. Et ce qui en soi n'est pas forcément une bonne chose, hein, parce que des fois il y a eu des prises de risques totalement inutiles, tu vois, quand il réfléchit. Donc voilà, ça a été une conséquence, une certaine intolérance à l'injustice, tu vois. Même si avec le temps, avec une thérapie et tout, c'est quelque chose que j'ai appris à accompagner, à maîtriser, à apaiser. Ouais, pendant un petit moment, ça a été ça. Et puis, il faut pas oublier non plus que j'ai été élevé comme un garçon, donc il allait devenir un homme. Et une des conséquences majeures, souvent, c'est une que je cite souvent, hein, c'est le fait de pas avoir pleuré de mes 9 ans à mes 31 ans, tu vois. Fallait pas pleurer. Fallait pas pleurer. Pour différentes raisons. Et là, ça touche pas que mes parents, hein, au niveau éducatif, tu vois, ça touche l'école, ça touche toute la société. Toute la sphère, toute la société, ouais, toute la sphère. J'ai jamais vu un adulte, à part ma mère peut-être, si tu veux, et encore, parce que ma mère me consolait, si tu veux, par exemple, si mon père me frappait, elle me consolait, mais elle me disait que je l'avais mérité, donc c'était pas une consolation hyper acceptable. En fait, ça a ravivé l'injustice. Mais j'ai jamais rencontré un adulte. Tu pleurais pas, Cédric, ou tu te cachais pour pleurer? Non, je pleurais pas. Ah ouais. Je pleurais pas, je me retenais, et je me rappelle encore de cette douleur. Moi, en fait, quand j'avais envie de pleurer, enfin, quand j'ai envie de pleurer globalement, ça me prend d'abord un peu à la gorge, tu vois, ça me serre ici, là, au niveau de la gorge, voilà, presque entre les trapèzes, tu vois, ça vient, ça remonte, et là, en fait, ça sort, normalement, tu vois. Et du coup, j'empêchais que ça sorte. Ouais. Et je l'empêchais tellement que je me rappelle de cette douleur qui m'enserre la tête au niveau des tempes, là, de sentir mon cœur battre et tout. Mais c'est vraiment une douleur extrêmement intense, tu vois, de refouler ça le plus possible, le plus loin possible. Et c'était douloureux, c'était vraiment douloureux, quoi. Donc, et ensuite, ça se transformait, une fois que j'arrivais à le résorber, ça se transformait en colère, en envie de frapper, en violence, quoi. Fallait que ça sorte d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Donc c'est-à-dire que quelque chose qui pourrait être juste une frustration, une tristesse ou quoi, ou une déception, tu vois, ça se transforme en colère, quoi. C'est vraiment, si tu veux, là au moment où on enregistre, j'ai eu tout à l'heure, tu vois, un moment de déception puisque j'ai cuisiné un truc pour ma compagne, on avait décidé de la recette ensemble parce qu'elle fait des évictions par rapport à Lucas. Et j'étais hyper content parce qu'en fait, elle a adoré ce que j'ai fait, tu vois. En plus, tu vois, on essaie d'adapter son régime alimentaire vachement, donc elle était contente. Sauf qu'en fait, j'ai mis un truc qu'il fallait pas dedans, du soja, au dernier moment, tu vois. En fait, je me disais, tiens, ça s'irait bien avec, je l'ai mis. Et c'est après qu'elle ait mangé, tu vois, que j'y ai pensé. Et tu vois, par exemple, ça, avant la thérapie, avant tout ça, c'est un truc, en fait, ça me mettait... En fait, comme j'avais peur, déjà, j'étais pris à défaut. J'étais en échec, j'étais pris à défaut. J'ai vu le regard, tu vois, de ma compagne, c'est putain merde, tu vois. Donc tu culpabilises. Et t'as pas envie de ressentir ça. C'est-à-dire que tout ce qui est négatif, en fait, tout ce qui est désagréable à ressentir, mais en fait, ça se transforme en colère. Donc tu vois, il y a des années de ça, et peut-être que j'aurais dit, mais oui, mais attends, mais tu fais chier toi aussi, avec tes élections à la con,
Tu vois, c'est-à-dire comme j'ai vu mon père le faire, comme j'ai vu tellement d'hommes le faire, tu vois, tellement d'hommes le faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un truc et qu'on ressent quelque chose qui est pas agréable, ben, il faut qu'on trouve un coupable et qu'on s'en prenne à ce coupable, quoi. Et il faut que ce coupable ne soit pas nous. Alors ça touche pas que les hommes, ce que je suis en train de dire, mais beaucoup les hommes quand même. Donc voilà, ça a été le côté un peu, le côté beaucoup même impact, tu vois, de cette éducation. Ça, il y a eu beaucoup ça. Et puis après, il y a eu le côté, il y a quand même eu des impacts positifs. C'est ce côté très autonomie, si tu veux. C'est aussi ce qui m'a permis comme j'étais très autonome dans les déplacements, qu'on était très très libre de nos mouvements et seul en plus, ça m'a permis, tu vois, de vraiment trouver des repères dans l'amitié, dans le fait de pouvoir créer des liens d'amitié et comme je voulais pas être chez moi souvent, tu vois, en fait, j'ai appris à créer des liens très facilement. Et ça clairement, tu vois, avec le recul, c'est un truc que sûrement, très certainement, je vais avoir en moi, mais comme tous les enfants aussi. C'est un truc que c'est vraiment une compétence que j'ai développée, tu vois, c'est vraiment une compétence de survie, tu vois, pour ma santé mentale, quoi. Donc voilà. Ok, donc tu deviens cet adulte assez autonome qui connecte facilement aux autres, mais qui a un certain nombre de dissonances à l'intérieur de lui. Ouais. Comment tu accueilles la parentalité ? Alors déjà, j'accueille la parentalité à 35 ans. Donc j'ai eu la chance, du coup, j'ai déjà vécu pas mal de choses dans ma vie à ce moment-là, que ce soit au travers du travail, où j'ai beaucoup travaillé sur l'humain, mais aussi au travers, tu vois, du handball, où j'ai été joueur, j'étais arbitre de haut niveau pendant un moment, j'ai formé des arbitres de haut niveau, et aussi au niveau associatif, puisque j'adore jouer, j'adore les jeux, donc j'ai beaucoup joué. Et ce qu'il y a de bien dans les jeux, c'est qu'il faut composer avec les gens aussi, tu vois, quand tu joues. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que tu vois vraiment des personnalités très différentes entre les gens quand ils jouent et quand ils jouent pas, ça c'est très drôle. Bref, j'ai développé plein de compétences à ce niveau-là, que au moment où je deviens parent, c'est aussi un moment où je finalise mon master en gestion d'entreprise, on va dire, avec un management avec une spécialisation coaching, où on parlait aussi de coaching bienveillant, etc. Et c'est rigolo parce que je retrouve, au moment où je deviens parent, je lis des livres et je retrouve dans les livres que je lis sur la parentalité, les mêmes sources un certain nombre de mêmes sources plutôt, que ce que j'ai sur le management et le coaching dit bienveillant, tu vois. Et je trouve ça m'intéresse beaucoup. Je me dis, tiens, mais est-ce qu'il y a des liens, tu vois, donc là, à ce moment-là, tu n'es pas papa. Clairement. C'est juste au moment où je deviens papa, là. Ah. C'est au moment de la naissance de Sarah en 2018. Mais après, si tu veux, le moment clé, c'est vraiment la thérapie. C'est quand je fais ma thérapie à 30-31 ans. Oui, ça, c'est un moment clé. Ben, déjà, je pleure. Tu vois, je pleure. Et comment dire, et je comprends comment je fonctionne, je comprends pourquoi mes émotions en fait sont pas mes ennemis, je comprends pourquoi est-ce que je les ai considérées potentiellement comme ça à un moment, je comprends que je redécouvre mes émotions, je me rends compte qu'en fait c'est pas un problème d'être sensible, c'est pas un problème d'être vulnérable, qu'en fait je découvre aussi que je suis pas non plus sensible que la moyenne, si on parle beaucoup de trucs d'hypersensibilité, blablabla. Moi ce que je constate, c'est que souvent on me dit que je dois être hypersensible, etc., parce que je ressens des choses et que j'en parle. Non, j'ai rien de spécial. Je suis juste un être humain normal habituel ou lambda, qui a fait la paix avec ce qu'il ressent alors qu'on lui a dit que c'était pas cool, dans un univers, dans une société qui vise à nous dire refoulez vos émotions et ne faites pas chier avec. Donc, tu vois, c'est tout. Donc je redécouvre tout ça. Je découvre aussi comment est-ce que ce petit garçon qui avait en moi était très très en colère, était très avait des choses à revendiquer, avait envie de se faire entendre. J'accueille ça, je deviens déjà à l'intérieur de moi-même, si tu veux, le parent que j'ai pas eu vis-à-vis de ça, et je me retrouve en paix sur beaucoup de choses, quoi. Donc j'enchaîne avec ça. Et ça, c'est un moment important quand même, parce que j'avais déjà envie d'être papa avant la thérapie. Ça m'a pris à 28 ans, mais c'était pas le moment. Donc, t'as vu, j'ai attendu 7 ans. Oui. Et quand j'y pense, tu veux, c'est cool, parce que je pense que sans la thérapie, tu vois, j'aurais même pas été capable
d'accueillir tout l'amour que j'ai ressenti pour Sarah à sa naissance, quoi. C'est-à-dire qu'une telle émotion si forte, si intense, qui me submerge, et si j'avais pas appris à surfer sur ce type de vague, on parle du tsunami, mais le tsunami, on peut surfer dessus. Mais là, tu vois, j'aurais pris dans la gueule, quoi. Donc, si j'avais pris dans la gueule, ben, j'aurais sûrement réagi comme je le faisais avant, si tu veux. Donc, soit de la colère, soit de la fuite, soit de la violence. Alors que je reçois de l'amour. Je suis content du père que je suis aujourd'hui, tu vois, avec toutes mes imperfections. Mais je suis quand même content du père que je suis aujourd'hui. Et je pense que je serai content du père que je serai demain. Mais ça aurait été tellement différent sans ce parcours-là, tu vois. Ça aurait été vraiment, vraiment très différent. Je pense que j'aurais pu suivre, dans une certaine facilité, sans remettre les choses en question. J'aurais pu suivre le chemin que je connaissais, tu vois. Donc je suis content de ça. Ouais, et c'est hyper intéressant d'entendre que ça t'a aidé. Et du coup, quel père es-tu ? Je suis un père qui fait son possible, qui a priori réussit pas mal, pour que ses enfants n'aient pas peur de lui. Alors, il faut que je précise, quand je dis ça, ça peut arriver, je pense, que parfois je fasse peur, surtout à ma fille, parce que mon bébé, voilà, mais je pense que, tu vois, Sarah, ça peut arriver qu'elle ait peur de moi, tu vois, par exemple, si elle voit que je suis en colère, mais pas peur dans le sens, je vais lui faire du mal, tu vois. Peur dans le sens, c'est pas un moment agréable qui s'annonce, quoi. Tu vois, je pense que ces peurs-là, elles font partie de la relation. Donc quand je dis peur, c'est pas, si tu veux, de façon très ponctuelle. Si tu veux, ma fille, si je me mets devant elle et que je lève le bras, elle bouge pas. Parce qu'en fait, elle sait qu'il va rien se passer. Tu vois. J'avais vu cette vidéo sur TikTok, je trouvais ça intéressant, en effet, de se planter devant un enfant et puis de lever le bras, comme si on voulait taper. En fait, l'enfant, si ça lui est jamais arrivé, mais en fait, il a aucun geste de recul, tu vois. Il a aucune peur. Donc ça, tu vois, par exemple, ma fille, elle bouge pas, quoi, et j'en suis ravi. Donc, non, c'est ça. Un père dont on n'a pas peur, parce que j'ai vraiment ce souvenir, moi, tu vois, par rapport à mon père, de la peur permanente, de l'hypervigilance, il suffit que, même si toi, t'as fait tout ce que tu pouvais, ramener toutes les bonnes notes que tu voulais, etc., même si t'avais rangé ta chambre, même si machin, en fait, s'il avait envie de s'énerver, s'il avait passé une mauvaise journée au boulot, ça allait te tomber dessus d'une manière ou d'une autre. Tu vois. Ouais. Et d'où l'injustice aussi, tu vois. Ouais. C'est que voilà, tu vois, c'est qu'il y avait pas. C'est-à-dire que outre la violence, outre les actes violents, il y avait aussi le fait que des fois c'était, tu vois, encore une fois, aucune victime n'est responsable de la violence qu'elle subit, ça fait une évidence. Enfin, c'est une évidence, faut le rappeler, je pense. Mais autant, si tu veux, la seule fessée que m'a mis ma mère dans ma vie, j'avais failli mettre le feu à ma chambre. On en a parlé dans mon podcast d'ailleurs de ce moment. Elle et moi, elle était désemparée, elle savait pas quoi faire, elle m'a mis une fessée en pleurant elle-même. Tu vois, je veux dire, c'était exceptionnel. Voilà, je dis pas que je méritais de recevoir une fessée. Je dis juste que je comprends comment elle en est arrivée là, tu vois. Et en fait, le truc, tu veux, c'est qu'avec mon père, et pas qu'avec mon père, hein, des fois avec les profs, même ma grand-mère, des fois, tu recevais des coups, des insultes, de l'humiliation, tu comprenais même pas pourquoi, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de logique. Donc ça développe ce qu'on appelle un attachement totalement désorganisé, hein, c'est pas ouf. C'est-à-dire que c'est même pas prévisible. La prévisibilité, c'est important dans la relation. Et là, c'était même pas prévisible. Donc voilà, moi, je me rappelle aussi de cette peur, quand t'as fait une connerie, d'aller le dire, parce qu'en fait, tu vois, Sarah, si elle a fait une connerie, enfin, je sais pas trop le mot bêtise, mais bon, je sais pas, elle renverse un truc, elle casse quelque chose. Bah, elle va venir me voir, si c'est un truc auquel on tient, bah, elle va quand même venir nous le dire. Elle sait que sur le moment, on va peut-être dire, ah, bah mince, tu vois, machin, on va avoir une émotion déplaisante, mais elle sait qu'elle risque rien, tu vois. Moi, elle est en sécurité dans son foyer. Voilà. Moi, j'ai plutôt appris, si tu veux, à vite apprendre à cacher, quoi. À cacher, parce qu'en fait, de toute façon, faute avouée à moitié pardonnée. Non, c'était faute avouée. Tu t'es déjà coupable toi-même, et en plus, on va te rajouter, et puis en plus, on va t'en parler pendant des semaines, des jours, des mois. Ah, tu vois, c'est insupportable. Donc voilà, c'est être un père où à minima, il n'y avait pas cette forme d'hypervigilance, tu vois, de peur un petit peu permanente, tu vois, à minima en filigrane, quoi.
Mais comment ça se traduit au quotidien d'élever sa fille sans peur? Qu'est-ce qu'on peut commencer à faire ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour y arriver? Déjà, je pense qu'il y a une grande incompréhension. En tout cas, souvent des choses qui sont mal comprises dans ces sujets de relation à l'enfant. C'est que c'est pas parce qu'on veut éduquer sans peur qu'on va éduquer sans contrainte. Parce que il y a la première contrainte que les enfants rencontrent, c'est celle de leur environnement qui, même avec tous les efforts qu'on va faire, avec des blabla Montessori, etc., trucs chouettes adaptés, les frustrera à un moment ou à un autre. Voilà, de toute façon, ça va arriver. Donc déjà, il y a cette contrainte existentielle qui est propre à l'enfant. Et je crois que j'ai rencontré peut-être une famille qui avait vraiment tout adapté à l'enfant. Mais c'est aussi une énorme contrainte du coup pour les parents, donc pour pouvoir l'assumer derrière. Mais bon, ça on pourrait faire tout un podcast là-dessus. Donc ça, et puis après il y a la contrainte, il y a la contrainte de la responsabilité parentale et la contrainte de la vie. Après, des fois, donc faut pas non plus se tromper dans ce qu'est la contrainte de la vie d'adulte. Tu vois, je croisais une amie ce matin. Je vais revenir, un peu, je vais répondre précisément à ta question, mais je vais juste illustrer avec quelques exemples. Parfait. J'avais une amie ce matin, je la croise, comment tu vas, tata, elle me dit, oh, j'en peux plus, machin, donc elle parle de son fils, appelons-le Thomas. Thomas, il me saoule, tu vois, on doit aller faire des courses, voilà, il écoute rien, il a fait son caprice, là, donc, voilà, il va y aller en pyjama. Et si tu veux, moi, le premier truc que je dis, c'est, écoute, ça a l'air de vachement t'affecter, mais en fait, qu'est-ce que t'en as à faire? En vrai, tu vois. Je veux dire, qu'est-ce que t'en as à faire? Il va en pyjama, il va faire 40 degrés aujourd'hui. De toute façon, dans 1 heure, il va finir sa journée en slip ou en caleçon ou en maillot de bain pour aller se baigner un petit peu dans votre petite piscine, si tu veux. Tu vois, et on est dimanche, enfin, tu vois, je veux dire, je comprenais pas, en fait. Moi-même, tu vois, je comprenais pas, mais parce que je sais que je suis plus dans le même paradigme, tu vois. Et pour elle, voilà, on sort, c'est dimanche, on peut croiser des gens, machin. Elle s'était apprêtée avec une robe et tout, tu vois. Et déjà, il y a ça, c'est, en fait, quelle est la pertinence des contraintes qu'on fait poser sur un enfant et sur nous-mêmes? Clairement, tu vois. C'est quelle est la pertinence de ça? Quel est l'enjeu? Ça, c'est une question que je me pose souvent, moi. C'est quel est l'enjeu? Et donc, ensuite, pour revenir à ta question, on va aller d'un point A à un point B, mais Sarah veut pas. Ah. Tu veux répondre, Sarah, ou pas, toi? Sarah? T'es dans ton dessin animé? Tu veux répondre ou pas? J'ai une question à laquelle tu veux y répondre? Regarde, je me rapproche de toi, t'inquiète, on entend là. On veut savoir comment ça se passe quand nous on a besoin d'aller quelque part et que toi tu veux pas y aller. On sait pas. Tu sais pas parce que est-ce qu'on te fait peur? Non. Est-ce qu'on te frappe? Non. Est-ce qu'on te crie dessus? Non. Comment on fait? On trouve des solutions autres? Je sais pas. Ouais. Vas-y, finis ton dessin animé. Bon, déjà tu vois. La voilà. situation En fait, ne l'a pas traumatisé. non, mais en plus cette réponse c'est pas tout simplement parce qu'en fait il n'y a pas une solution, quoi. C'est ça le truc. Là, le seul, il n'y a pas une solution générique. Je sais que ça serait cool, hein. Je sais qu'il y en a qui vendent des solutions génériques, que ce soit une méthodologie de négociation ou d'enfermement dans la chambre. Non, il n'y a pas de solution magique. La seule solution, moi, qui m'intéresse, le seul chemin, c'est à quel moment qu'est-ce que je lui transmets dans la relation? C'est-à-dire, à quel moment est-ce que je respecte ses droits? Parce qu'en fait, elle a le droit d'exprimer qu'elle n'a pas envie d'aller à un endroit. Le seul problème, c'est que si on doit y aller à cet instant-là, prenons l'exemple du rendez-vous de santé, tu vois, c'est-à-dire le truc où en plus t'as un timing, tu vois. Ça peut être compliqué. Donc déjà, généralement, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, on va se faire avoir parce qu'on va se rendre compte que ça prend plus de temps, qu'il peut y avoir un temps de négociation, etc. Moi, je pense que là-dessus, il faut vraiment se laisser beaucoup de latitude. Les solutions, elles sont multiples. Déjà, entendre. Tu veux pas y aller, pourquoi tu veux pas y aller? Tu vois, l'autre fois, elle me disait, je veux pas y aller parce que je suis en train de regarder tel livre. Mais prends-le dans la voiture. Aussi simple que ça. Parfois, c'est aussi simple que ça. Je veux pas y aller parce que je suis en train de faire tel jeu, telle aventure, tata, et je vais oublier. Ok, on va prendre 3 minutes, 3-4 minutes, je vais écrire avec toi. Où est-on dans ton aventure, quel personnage fait quoi, et je te le relis quand on rentre, et comme ça, tu pourras retrouver ton idée d'aventure à ce moment-là. Tu vois, ça m'a pris 3 minutes. C'est calme. C'est moins d'énergie dépensée que si on s'énerve, en fait. La relation est cool. Mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être, au lieu de dire, tiens, Sarah, tu veux venir avec moi? Ça va juste être de dire, écoute, là, moi, je m'en vais. C'est maintenant. Voilà. Tu viens. Et si tu viens, quelles chaussures tu préfères mettre? Tu vois, installer ce qu'on appelle
les faux choix, etc. Mais on s'en fout que ce soit des faux choix, en fait. Oui, Le sujet, l'important, là, c'est tu vois. que sereinement, on monte tous dans la voiture et on se rende à ce rendez-vous. Voilà. Ça, et que l'enfant soit entendu. C'est-à-dire que l'enfant a le droit de dire qu'il n'a pas envie. Et plus on accueille ça en disant, OK, t'as pas envie, je comprends. Mais on va y aller. Dans tous les cas, on va y aller. Tu vois, tiens, mais prenons l'exemple du lavage de nez. Le lavage de nez, pour moi, c'est un cas d'école. Pourquoi? Parce que c'est un moment où moi, je me suis senti tellement mal en tant que parent, si tu veux, quand Sarah, elle avait, je sais pas, autour de 18 mois, pour y laver le nez, c'était compliqué, il fallait la contraindre physiquement. Ouais. Tu vois, je devais la serrer contre moi. Et c'est là où je pense que, tu vois, il y a cette phrase de Marion Couer que j'aime beaucoup, qui dit que ce qui est remis en question, c'est pas la présence du cadre. Le cadre, c'est la santé. Le cadre, c'est l'hygiène. Le cadre, c'est la responsabilité parentale. Je suis responsable de sa santé. Et si je lui lave pas le nez alors qu'elle est malade, potentiellement, ça peut s'aggraver. Du coup, en plus, derrière, on va se rajouter des antibiotiques, des machins, ça va être pire que tout. Donc voilà, tu vois. Et donc, ce qu'on met en question, c'est pas la présence du cadre, mais la violence du cadre. C'est-à-dire que même quand je contrains ma fille physiquement, pendant que je lui lave le nez, je suis en train de dire, je sais que c'est dur pour toi, je sais que c'est compliqué. On va y arriver, on va passer ça ensemble, on va juste rapidement laver le nez. Mais après, il faut aussi l'écouter. C'est en l'écoutant qu'on s'est aperçu que le lavage de nez, en fait, il fallait faire tiédir l'eau avant parce que l'eau était trop froide. C'est en l'écoutant qu'on s'est aperçu qu'elle a voulu changer d'avis, qu'au lieu de le faire à genoux au-dessus d'une serviette, elle a préféré le faire sur sa chaise, sa tour d'observation au-dessus de l'évier, tu vois. Ça, ce sont des idées à elle. À partir du moment où on écoute, si tu veux déjà, donc c'est ça en fait, tu vois, c'est vraiment un sujet de relation. Donc tu me disais comment faire, en fait, il faut miser sur la relation. Et la relation, c'est tout le temps, tu vois. C'est tout le temps. Et ça, c'est vraiment important, c'est quel est le schéma relationnel qu'on a avec nos enfants dans la majorité du temps. Parce que ça n'a pas besoin d'être permanent. Des fois, on peut être péremptoire, des fois, on peut être vertical, parce qu'on a le droit. Le sujet, c'est aussi quel est l'enjeu, tu vois. C'est quoi l'enjeu du truc, quoi. Oui. C'est quoi l'enjeu de dire à mon enfant, non, tu vas t'habiller comme ça. Tu vois, Sarah, voilà, c'est pas la robe qu'elle porte, mais et pendant Sarah, on lui a acheté une robe, je sais plus, au printemps, et donc c'est pendant des mois, elle a porté à l'envers, parce que ça lui plaisait plus à l'envers. Ça fait que depuis la semaine dernière qu'elle la porte à l'endroit. Mais en fait, c'est quoi l'enjeu, tu vois, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Est-ce que ça vaut le coup de venir ternir la relation avec notre enfant pour une histoire de robe bien mise ou mal mise, tu vois? Mais... Tant que la fonction robe est mise en place, tu vois. Je suis pas en train de dire, bien évidemment, que si ton enfant, il met sa culotte sur sa tête, tu vois, s'il a mis sa culotte sur sa tête au lieu de sur sa vulve et son pubis, j'ai un enjeu de santé. J'ai un enjeu de santé, j'ai un enjeu de sécurité, parce que elle peut, je sais pas, à l'école ou quoi, du coup, quelqu'un peut voir sa vulve, son pubis, etc. Enfin voilà. Donc, là, j'ai un enjeu, tu vois. Là, je sais ce qu'est l'enjeu. Mais en fait, en vrai, si la robe, elle remplit son office de robe, de vêtements, qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'elle ait mise devant derrière? Tu vois? Mais parce que je crois que quand on dit comment on fait pour éduquer sans peur, comment on fait pour ne pas violenter, parce que pour moi c'est ça la question, c'est les générations comme la tienne ou la mienne, moi j'ai 34 ans, qui n'ont pas été éduqués à hauteur d'enfants. Donc nos parents n'ont pas fait les choix qu'on a fait, ils étaient moins informés que nous certainement aussi. Nos réflexes ils sont imprégnés de cette violence. Et il y a aussi ce rapport qui est vertical, c'est-à-dire que je crois qu'effectivement, moi quand j'observe autour de moi les adultes, les parents qui n'ont pas fait les mêmes choix que nous, en termes d'auteur d'enfants, en tout cas qui ne sont pas sortis de cette domination, je crois aussi que c'est une question d'humilité. C'est-à-dire que moi ça me dérange pas si mon fils il me dit qu'il est pas d'accord. Et je crois reconnaître sur le visage des autres adultes que c'est hors de question l'opposition, c'est hors de question de pas se plier. C'est vraiment, je sais pas, c'est une question de pouvoir, de domination ou d'humilité. Bien sûr, mais je crois que c'est ça la clé en fait, c'est de se détacher. Ce sont des enfants. Bien sûr que c'est une question de pouvoir et d'humilité. C'est pour ça qu'à chaque fois, si tu veux, c'est pour ça que moi la question que je me pose souvent, c'est quel est l'enjeu là maintenant? Des fois, ce sont des situations de pouvoir, tu vois. Alors, avec l'arrivée d'un second enfant là et la fatigue du postpartum, parfois l'enjeu en fait, c'est juste que j'ai pas d'énergie. Donc, on a été confronté à ça avec ma compagne où on a eu des réactions plus sèches, si tu veux. On vient dessus après, mais voilà, on a vu ça, mais c'est pas une question de situation de pouvoir, c'est juste que on est fatigué et en fait, quand t'es fatigué, t'as moins d'énergie du coup parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie de changer ce paradigme-là.
ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu retombes dans la facilité. La facilité, c'est quoi? C'est ce que tu connais. Donc, la bonne nouvelle pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'il arrive quand même un moment où, si on pratique assez, la facilité devient ce qu'on a transformé. Tu vois? Et ça, c'est un truc que je veux vraiment dire, c'est que, tu vois, par exemple, je parlais du lavage de nez, du fait de contenir et tout, et de rester calme. Ça, c'est quelque chose, tu vois, qui m'aurait été impossible avant une thérapie, tu vois. Mais impossible, tu vois, vraiment. Et je pense même que si ça n'avait pas été par rapport à Sarah, si j'avais pas pris mon congé parental, si j'avais pas développé cet attachement-là avec elle, je pense même que, tu vois, ça aurait été aussi impossible sans tout ça, tu vois. C'est pas simple. Et ce qu'il faut savoir, et là, je pense qu'il faut être très honnête, c'est quand on fait une thérapie, c'est que on n'enlève pas les choses désagréables. Elles vont s'atténuer avec le temps. Oui. Ça, je peux le promettre, je pense. Mais on les enlève pas. C'est-à-dire que moi, alors surtout au tout début, un petit peu plus quand je suis très fatigué, c'est ça qui est intéressant, tu vois, de voir le niveau d'énergie que ça demande. C'est intéressant parce que ça veut aussi dire que j'utilise de l'énergie pour contenir, tu vois, cette éducation qui reste présente. Oui. En fait, le truc, tu vois, c'est que, mais encore une fois, c'est Marion Claire qui dans son livre qui en parle très bien, qui dit en fait, c'est comme si on nous avait enseigné une petite musique, tu vois, depuis l'enfance, pour réagir dans la relation à l'enfant, à l'adulte-enfant. Et en fait, si tu veux, quand tu vas mettre une thérapie, quand tu vas choisir de changer de paradigme, etc., la petite musique que tu connais, elle va pas s'en aller, en fait. C'est juste que tu vas essayer d'installer une musique qui va jouer plus fort. Une nouvelle musique qui va jouer plus fort, qui va jouer par-dessus. Et petit à petit, l'autre musique, tu vas moins l'entendre, en fait. Tu vois? Et petit à petit, même, elle va jouer moins fort. Mais il faut pas croire que ça passe. Et c'est là où on arrive au deuxième point, je pense, où on se trompe beaucoup dans nos rôles parentaux et dans les chemins éducatifs qu'on peut faire, c'est parce que aussi on est dans une culture française où on nous a surtout dit que dans la vie, il fallait pas échouer, à commencer à l'école. Il ne faut surtout pas échouer. Je voyais la vidéo je sais plus qui, bref, j'ai vu la vidéo de quelqu'un qui disait un truc sur l'école qui m'intéressait beaucoup, c'était que on nous amène toujours dans les voies où on a déjà des bonnes notes, pour être sûr qu'on n'échoue pas. Alors que c'est en échouant qu'on va y aller. Moi, j'ai un exemple une personne très proche que je connais, si tu veux. Elle a toute sa scolarité jusqu'à la fin du collège. On a dit que c'était une idiote, que c'était pas pour elle les études, etc. Elle est partie en BEP. En BEP, dans le métier du nucléaire, elle s'est retrouvée à faire de la physique nucléaire et quantique. Elle avait d'excellentes notes, tu vois, ça l'a passionnée. Alors qu'avant, ses notes en maths et en physique étaient pas ouf. Tu vois. Donc, en fait, c'est juste, on ne sait pas en fait ce qui va se passer, mais on a grandi. Excusez-moi, je digresse un peu, mais on a grandi avec cette peur de l'échec, tu vois. Ouais. Et du coup, ça nous a dit quoi? Ça nous a dit, et ça amène quoi? Ça amène que quand on lit des livres d'éducation, quand on lit des livres d'éducation positive ou d'autres trucs, on se dit je ne dois pas échouer. Et on voit la crise. Et on voit l'enfant en crise comme un échec parental. Alors que c'est pas ça. Et moi, j'aime particulièrement cette citation de Sénèque qui dit la vie, ce n'est pas d'apprendre à éviter les orages. La vie, ce n'est pas d'apprendre à éviter les orages, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Tu vois. Alors, bien entendu que quand on peut éviter, je sais pas, tu sais que ton enfant s'ennuie en voiture, si tu peux prendre un livre ou quoi, ben tu le fais. Tu vois, tu vas pas créer une crise. Tu vois, c'est pas mon propos. Mais en fait, des fois, il y a des crises, elles sont là et elles vont arriver. Ton enfant veut pas sortir, tu sais qu'il veut pas sortir, tu sais qu'il est en plein jeu et tout. Tu vas peut-être avoir une crise. Ok, il va y avoir une crise. C'est un moment d'orage. Comment est-ce qu'on apprend à danser sous cette pluie-là? Et surtout, comment on en ressort? Et c'est une opportunité de transmettre des clés hyper utiles dans la vie. Exactement. Mais c'est ça le truc, c'est que André Stern, mon ami, dit souvent, il y a nos enfants deviennent principalement deux choses, telles que nous les voyons aussi telles qu'ils nous voient. Ça, c'est important. Dans mon livre, dans mon premier livre, Tu veux être papa, il y a des audios. Il y a 4 audios, il y a 4 parties de livre, il y a 4 audios, et le dernier, c'est avec André. Et André, il revient sur ce truc en disant, tu sais, les enfants, on aime bien leur mettre des étiquettes et tout, genre la terrible tout, le machin, le truc. On se dit pas que le problème, c'est les adultes qui ont fait un monde qui est pas pour les enfants. On se dit juste que les problèmes, ce sont les enfants. C'est plus facile. Toujours plus facile de mettre la responsabilité sur les personnes qui n'ont pas le pouvoir quand on a le pouvoir. Ça marche aussi pour nos politiques, petite dédicace. Donc on va dire ouais, c'est le terrible tout, tata. Mais en fait,
si on veut que l'enfant cède, avec d'énormes guillemets, je mets d'énormes guillemets sur ce mot parce que voilà, je l'utilise juste pour que tout le monde comprenne bien mon propos. Si on veut que l'enfant apprenne à céder, et que nous on est tout le temps toujours en train de lui dire non, non, c'est moi qui commande, c'est moi qui dirige, non, non. Mais comment est-ce qu'il va apprendre en fait? À quel moment il va avoir une proposition relationnelle pertinente pour dire ah mais en fait je peux dire ok, tu sais quoi, on va faire comme tu veux ce coup-ci et on va voir, pas de souci, on y va, let's go, montre-moi. Ah, en fait, je peux dire finalement, c'est pas si important pour moi, mais je vois que c'est important pour toi, donc vas-y, fais-le. Merci. Vous venez d'écouter Horizontal, le nouveau podcast qui déverticalise les relations adultes-enfants. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner sur la plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir ce projet. Si vous souhaitez venir partager votre expérience, contactez-moi sur la page Instagram. Je vous remercie infiniment pour votre soutien et je vous souhaite beaucoup de douceur avec vos enfants.